Alors, on va reprendre pour un deuxième bloc après cette pause santé. Je sens qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont des passionnés d'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une formule de réseautage parce qu'il y a des gens de tous les horizons et de toutes les régions qui, des fois, se rencontrent pour la première fois, ont la chance d'échanger. Mais je vous demande de reprendre ça, s'il vous plaît, au dîner parce qu'on a des débats à faire. Puis de toute façon, on va vous remettre la parole tout à l'heure. Donc, ce deuxième bloc, avec nos mêmes trois panélistes, M. Royer, Mme Dubé, M. Gagnon, vont nous parler cette fois-ci, pour encore une fois une présentation d'une dizaine de minutes, après qu'on va pouvoir échanger, de la problématique spécifique, donc des difficultés d'apprentissage, des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage, mais si on en a parlé tout à l'heure, évidemment, parce que c'est impossible de parler de persévérance scolaire, de lutte au décrochage, sans parler des élèves en difficulté, mais on va s'y adresser encore plus particulièrement cette fois-ci. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Égide Royer. Donc, c'est en continuité avec ce que j'ai souligné tout à l'heure. Sur la question de l'adaptation scolaire, juste deux chiffres. 70 % de tous les jeunes considérés comme en difficulté dans les écoles au Québec sont des garçons. Je veux absolument que vous reteniez ça. 70 % de tous les jeunes mis sous médication au Québec sont des garçons aussi. Ce qui est assez normal parce que la majorité des jeunes en difficulté, ce n'est pas 50-50, il y a véritablement une différence de proportion importante. L'autre chose que je veux vous dire, comme base, là, il va falloir, concernant les jeunes en difficulté, j'ai été appelé comme expert à quelques reprises, entre autres, pour évaluer toutes les mesures qui ont été mises en place au Québec pour la question des jeunes en difficulté, parce que ça fait plus de 40 ans que je travaille avec l'ensemble des types de handicap ou de difficultés. Il faut absolument se sortir de l'idée suivante, ou de ce genre de raisonnement bizarre qu'on a vu depuis au moins 25 ans. Il faut faire quelque chose, ceci est quelque chose, donc faisons-le. Je vais vous référer à ça. Je parle souvent de pratique exemplaire. La première action qui est importante en adaptation scolaire, c'est véritablement de coller ce qu'on sait qui l'intervention ou l'ensemble des interventions telles que soutenues par des méta-analyses qui nous disent que si j'applique l'intervention A dans l'école 1, 2, 3, 4, 5, auprès de jeunes qui ont des difficultés, je l'applique comme il faut. La plupart du temps, il va donner à peu près les mêmes résultats positifs. C'est ça une pratique exemplaire. Et pour bien se comprendre, regardez bien ceci. 80 à 85 % des jeunes n'ont pas de difficulté à l'école. Si l'enseignement est de bonne qualité, ils vont réussir. J'ai un 10 à 15 % des jeunes qui sont vraiment à risque. J'arrive en maternelle avec un gros retard de langage, où j'ai été expulsé de la garderie à 3 ans parce que je frappais tout le monde. Ce qui, dans un CV, n'est pas bon. Mais j'arrive en maternelle à 4 ans au niveau de la garderie, 5 ans. Donc, ça, c'est un jeune qui est à risque. Et vous avez 2 à 5 % des jeunes qu'on peut considérer comme présentant ce qu'on appelle des problèmes chroniques. Un problème chronique, c'est un problème pour lequel je vais avoir des adaptations à faire tout au long de mon cheminement scolaire. J'ai une dyslexie sévère. J'ai un trouble du spectre de l'autisme majeur. Ça, je vais avoir besoin de l'ensemble des services durant toute ma fréquentation scolaire. Ce que je veux absolument qu'il soit clair aujourd'hui, c'est qu'ici, l'enseignement bien fait est suffisant. L'ensemble des services de l'école est suffisant. Ici, je dois absolument devoir compter sur des gens qui gagnent leur vie comme spécialistes de la lecture, du comportement ou du langage. En clair, mes 2 étages supérieurs du triangle, un enseignant seul ne peut réussir à faire réussir ces jeunes-là. Ça me prend absolument des spécialistes ou des professionnels. Et c'est là que la plupart du temps, les compressions budgétaires arrivent parce que ces gens-là ne sont pas protégés par des ratios. Je ne peux pas mettre 52 élèves de première année dans votre classe de première année, mais je peux donner 2 écoles ou 3 écoles de plus aux psychologues scolaires d'une commission scolaire donnée. Ou bien je peux couper le poste carrément. Et dans ce cadre-là, ça fait des années, j'ai été moi-même psychologue scolaire pendant 10 ans, et ça fait des années que ce type de situation-là se continue. Mais une pratique exemplaire, c'est qu'on a une bonne idée de comment intervenir ici. Mais vraiment, le secteur négligé présentement en termes d'appliquer ce qu'on connaît par rapport à ce niveau du triangle-là est quelque chose qui est particulièrement préoccupant. La deuxième action, ça prend un suivi systématique par du personnel spécialisé dès la maternelle des élèves, principalement, mais pas exclusivement,
problèmes de langage, problèmes de langage et problèmes de lecture, dépendamment du niveau de l'âge, manifestent des problèmes affectifs ou comportementaux ou qui sont handicapés par d'autres types de... considérés comme handicapés là, au sens des définitions qu'on a dans la Convention collective ou au ministère. J'ai écrit une partie de ces définitions-là à l'époque où moi-même j'étais au ministère il y a déjà plusieurs années. Mais cette question-là du langage, lecture et problèmes de comportement, surtout les problèmes de comportement, je vous donne 2 Steve ou 2 Kevin très agressifs dans une classe et vous allez voir que ça va désorganiser votre classe, à moins que vous ayez ce type de support professionnel-là que je mentionnais tout à l'heure. Les pays les plus efficaces, c'est vrai pour la Finlande, c'est vrai pour l'Ontario, c'est vrai pour d'autres types de systèmes éducatifs, ne laissent pas un jeune prendre du retard. Moi, directeur d'école primaire, j'ai 2 petits écrans sur mon bureau. Comment se débrouillent mes petits de maternelle au niveau de la conscience phonologique et du suivi du consigne des adultes? Comment se débrouillent mes lecteurs débutants en première année? Je les suis au radar et je ne leur laisse pas prendre du retard, j'interviens tout de suite. Ne pas le faire relève de la faute professionnelle, je vous le dis. Ne pas savoir lire à la fin de la 3e année, la probabilité de réussir au secondaire est extrêmement limitée. 3e action, intervention intensive dès le début du secondaire auprès des jeunes qui arrivent avec des retards d'apprentissage, des problèmes de comportement ou les deux. La vie n'est pas finie à 12 ans. Même si j'arrive au secondaire avec un retard de lecture, quand on parle de programme exemplaire, je n'ai pas inventé ça, là. Ça fait une quarantaine d'années que je suis en adaptation scolaire, on sait ce qui fonctionne, c'est documenté. Des programmes comme Trait d'Union, ce que fait entre autres la commission scolaire de la région de Sherbrooke, qui est vraiment un research-based, basé sur des données de recherche. Check and Connect. En clair, au secondaire, regardez bien, j'ai 2 niveaux de mentorat. Moi, titulaire, je rencontre tous mes jeunes une fois par mois pour regarder comment ça va au secondaire. Mais il y en a un sous-groupe, je les suis au radar, je les rencontre à chaque semaine. Steve n'est pas venu à ses cours ce lundi après-midi, je le rencontre. Et cette question-là d'intervenir au niveau de 2 niveaux devient très importante. J'ai des jeunes qui ont besoin d'une forme de coaching ou d'accompagnement au niveau du secondaire, particulièrement au début. Je vous le dis tout de suite, ne pas savoir lire au secondaire est un facteur de risque. Quand je dis ça, ma femme me regarde toujours avec un air étrange. Mais je suis obligé de le rappeler encore. Toute direction d'école devrait savoir qui m'arrive au secondaire avec des retards en compréhension de lecture et des retards en mathématiques. Parce que les jeunes à risque, on ne cherchera pas midi à 14 heures, sont essentiellement ceux-là. Action 4, revoir et améliorer la formation des enseignants, le recours aux techniciens en éducation spécialisée et la disponibilité du service professionnel. Et l'utilisation des éducateurs spécialisés présentement dans les écoles pose problème. On n'engage pas des éducateurs spécialisés pour soutenir l'enseignant. On engage des éducateurs spécialisés parce que des jeunes ont des besoins spécialisés. Il y a un biais là-dedans qui s'est pris. Et c'est en fonction des besoins du jeune qu'on va engager personnel. Et cette question-là de collaboration avec l'éducateur spécialisé, les enseignants et toute la question des professionnels doit être à revoir. Il y a des lignes, des actions assez précises là-dessus. 5e et dernière action, les écoles privées et les écoles publiques sélectives. Je suis pour le maintien des écoles privées. Néanmoins, les écoles privées qui sélectionnent, les écoles hors études, sport études, nommez-les, internationales, qui sélectionnent, une fois que les sélections sont passées dans certaines régions du Québec, je vous donne une classe de première secondaire, puis votre classe de première secondaire, elle n'a plus de proportion naturelle. Je n'ai pas un noyau de fort, un noyau de moyen, puis un noyau de faible. Vous avez une classe moyenne faible, faible, parce que le tamisage est passé. Et là, je me retrouve dans une perspective de demande toujours plus grande d'augmenter les ressources dans les écoles secondaires. On a trop d'élèves en difficulté, une proportion d'élèves en difficulté. Vous n'êtes pas censé avoir 15, 20 jeunes en difficulté dans une classe de 28 ou de 30 au secondaire. Donc, il va falloir que toutes les écoles du Québec, y compris les écoles publiques à vocation particulière, et y compris les écoles privées, mettent l'épaule à la roue en ce qui concerne l'ensemble des jeunes en difficulté. Donc, vous, directrice de l'école privée Saint-Machin quelque chose, vous avez développé un programme haut de gamme pour les autistes, ou si vous aimez mieux, les jeunes qui ont un trouble sévère de l'autisme. Mais ça signifie que moi, parent, si mon petit bonhomme de 12 ans a un problème d'autisme, le 8, 9 ou 10 000 $ qui va de subvention parce qu'il est autiste, il est dans la poche de chemise de mon petit bonhomme, puis quand il rentre chez vous, la subvention suit. Parce qu'il n'est pas question de demander aux écoles privées d'augmenter le niveau de service aux élèves en difficulté. Le 2 milliards
en adaptation scolaire n'est pas accessible. Il va falloir repenser ça. C'est la recommandation que j'avais faite en commission parlementaire aussi. Sinon, on va se retrouver encore avec des écoles ordinaires qui n'ont plus rien d'ordinaire, avec des concentrations d'élèves en difficulté qui ne correspondent pas aux mots-clés proportion naturelle. En conclusion, la question de l'inclusion, la classe ordinaire doit demeurer la première option valorisée pour tous les élèves. Moi, j'ai un petit bonhomme de 5 ans, j'avais fait une crise à un moment donné, une quinzaine, une vingtaine d'années, à des directions d'école, d'une commission scolaire de la région de Montréal. J'avais des petites filles et des petits gars de 5 ans. Dès la maternelle, l'école spéciale était déterminée. Ils ne sont même jamais assis dans une classe de première année. Ils étaient identifiés avec un trouble de comportement. Il y avait une classe pour trouble de comportement dans une école spéciale. C'était fini. Le taux de réussite des élèves en difficulté de comportement, trouble grave de comportement, c'est 5 le taux de diplomation, les derniers chiffres que j'ai vus. Dans ce cadre-là, cette décision doit relever d'une évaluation professionnelle des besoins de l'élève en difficulté, puis ça doit être déterminé en contexte, en fonction des services qu'on a dans l'école. Parce que l'autre élément, si j'ai un jeune qui fait des crises continuellement et fait perdre le temps d'apprentissage des autres élèves, il faut que je protège aussi les apprentissages des autres élèves. Mais ceci dit, la première option, si j'ai des services qui tiennent la route, devrait être celle-là. Un narratif pour le Québec, je vais conclure mes deux présentations ainsi. Lorsque les éducateurs des meilleurs systèmes scolaires du 21e siècle racontent l'histoire de leur succès, ils affirment fièrement que l'éducation est chez eux un service public aussi important que les soins de santé, qu'intervenir très tôt pour éviter que les jeunes prennent du retard est une absolue nécessité, que l'excellence en enseignement est valorisée par la société et que l'on s'attend des adultes qui soient des modèles de persévérance, d'audace et de détermination. Il est grand temps, et je pense entre autres aux recommandations que vous avez faites tout à l'heure, qui vont directement dans ce sens-là, il est grand temps de reconnaître que le moment est venu, que cette histoire collective devienne la nôtre au Québec.